D'abord, je tiens à remercier la Société marocaine de pédiatrie et l'Association de pédiatrie de la région de Saint-Sift de m'avoir invité pour parler de l'oncohématologie pédiatrique. Donc, Monsieur Bouhmoud, je vais faire les deux présentations. La première présentation, c'est sur les urgences drépano. Je vais même présenter la deuxième présentation parce que ma docteur Ansari Nawal, elle peut pas, elle est absente, elle n'est pas là. Donc, elle a un empêchement majeur, donc elle ne peut pas venir. Donc, je vais essayer de faire sa présentation. Alors, on va voir. Donc, on va essayer de voir quelques cas cliniques d'hématologie et d'oncologie pédiatrique. Alors, rapidement, avant de commencer de parler des cas cliniques, juste pour vous dire, donc vous le savez tous, donc j'imagine tout le monde a déjà eu donc recours à déjà l'expérience de voir un malade drépano et de gérer un malade drépanocytaire, d'accord? Donc j'imagine tous les pédiatres et chirurgiens pédiatres ont déjà l'expérience de la drépanocytose. Alors comme vous le savez, c'est une maladie héréditaire de l'hémoglobine à transmission autosomique récessive. Donc il faut que les deux gènes soient mutés pour avoir la maladie. C'est une anomalie de structure de la chaîne bêta de la globine, et donc c'est une anomalie de structure. C'est pas une anomalie de quantité. Donc vraiment c'est la structure. Elle se caractérise par une hémoglobine anormale qui s'appelle hémoglobine S, qui a la caractéristique de polymériser. Donc si on a une drépano hétérozygote, c'est-à-dire une AS, on ne peut pas avoir des signes. Pourquoi? Parce que l'hémoglobine A ne polymérise pas avec l'hémoglobine S. Et vous le savez tous, c'est une maladie qui est fréquente chez nous, très répandue dans le monde, mais surtout en Afrique et au Maghreb. Elle est très fréquente et facilement dans notre service, au CHOP de Rabat, on gère facilement donc une file active de 280 malades. Alors, l'hémoglobine d'un adulte, vous le savez, c'est l'hémoglobine A fait de 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta. Et donc, juste pour se situer, on ne parle pas de drépano, on parle de syndrome drépanocytaire majeur, qui vont inclure 4 choses. Donc, un syndrome drépanocytaire majeur, il faut tout d'abord avoir une hémoglobine anormale, l'hémoglobine S, plus une autre hémoglobine. Soit une autre S, et donc c'est l'hémoglobinose SS, soit l'hémoglobine S ou la bêta. Donc, il y a deux syndromes. La drépano SS, donc c'est la forme homozygote, et la S bêta 0 qui se comportent de la même façon. Ils font beaucoup de crises occlusives, donc une anémie très importante. Et qui sont vraiment, c'est à peu près la même chose. Et dans la S bêta 0, donc je ne sais pas si vous le savez, c'est quoi la différence entre une SS et une S bêta 0 sur le plan biologique? Oui. Et qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire, quelle est la chose avant l'électrose de l'hémoglobine? Qu'est-ce qui fait qu'on pense il va nous orienter vers une S bêta 0? Sur la numération, pour vous faciliter la tâche. Sur la numération. Oui, les deux, on peut avoir une polyglotte. Par contre, pour la S bêta 0, on a une microcytose. Dans la drépanocytose SS homozygote, on a une anémie qui est normochrome normocytaire. D'accord? Par contre, c'est une S bêta 0, donc il y a le VGM est petit. Donc c'est une S bêta, donc c'est une microcytose. Pourquoi? Parce que il y a la drépanocytose S qui est une anomalie de structure. Il y a la thalassémie. Donc là, le globule rouge, il est petit, donc il n'a pas encore, il n'y a pas assez d'hémoglobine. Alors les deux autres types, c'est la S bêta plus et la SS. La SS, les deux, donc ils ont un comportement différent. Il n'y a pas beaucoup de crises vasoclusives. On va dire, c'est plus light. Les plus difficiles, les plus graves, c'est la SS et la S bêta 0. Et donc là, juste pour vous dire la différence entre une S bêta 0 et une S bêta plus, c'est que dans la S bêta plus, à l'électrose de l'hémoglobine, on a un peu d'hémoglobine A. D'accord? Donc la S bêta plus, l'hémoglobine A, elle peut aller jusqu'à 15%. C'est ça la différence. Par contre, pour une S bêta 0, pas d'hémoglobine A. Il y a la S, hémoglobine S, il y a l'hémoglobine A2. D'accord? C'est ça, ça s'appelle la thalassodrépanocytose. D'accord? Alors, les syndromes drépanocytaires majeurs ou maladies drépano, c'est un problème majeur de santé publique. Donc, on a beaucoup de maladies. On a facilement 280 qui sont dans la file active. C'est-à-dire en parlant service d'hématologie adulte ou bien de médecine interne. Le diagnostic est le plus souvent tardif puisqu'on ne fait pas de diagnostic néonatal. Donc, le plus souvent, le malade, il est donc diagnostiqué au stade de complication. D'accord?
et avec une morbidité, une mortalité très importante. On peut avoir une mortalité et surtout une lourdeur de la prise en charge, surtout quand il y a un problème neurologique. C'est des malades qui sont handicapés, qui viennent dans le service. C'est vraiment un lourd vécu. Et surtout, la prise en charge, elle peut être difficile avec des hospitalisations fréquentes et prolongées. Donc, le patient qui a une complication, il peut rester pendant longtemps hospitalisé. Et juste pour vous dire, facilement, on a entre 6 et 8 malades dans le service. Drépano, surtout en période d'hiver. Facilement, ils prennent une grande partie du service. Donc, on a dit les urgences, quand on va traiter les urgences drépano, soit au diagnostic, c'est-à-dire c'est l'urgence qui va révéler la drépano, soit comme complication chez un malade drépano, et au cours de l'évolution, il va venir parfois pour des complications. D'où j'insiste sur la nécessité, pourquoi pas, dans notre contexte, d'un diagnostic néonatal. C'est possible, on a déjà fait l'expérience, on a fait un travail au niveau des maternités pour faire un diagnostic néonatal de la drépano. Et donc, juste, je vous montre cette diapo pour vous dire que les malades qui sont diagnostiqués en néonatal, ils ont une bonne survie. Vous voyez, c'est la courbe qui est en haut, la courbe verte, avec moins de complications et moins de décès précoces. Pour les autres qui ont été diagnostiqués tardivement, vous voyez que le décès arrive pendant les 30 premiers mois. Surtout, c'est des décès infectieux. Et par la suite, on peut avoir d'autres décès comme le neurologique ou bien les décès suite à une anémie aiguë. Donc, j'arrive aux principales urgences. Donc, et là, je vais partager avec vous des cas qu'on a vécu dans le service, les cas du service. Donc, je commence par le premier cas clinique. Donc, c'est le cas d'un enfant qui s'appelle Rachid. C'est un jeune garçon de 5 ans qui est donc suivi au service pour une drépanocytose homozygote, SS. Et donc là, il a présenté un syndrome pied-main à 10 mois et 13 mois. Et en moyenne, il fait 1 à 2 crises vaso-occlusives par an. D'accord? Il n'a jamais été transfusé. Et donc, il consulte aux urgences pour des douleurs de la jambe droite depuis la veille. Alors, tout le monde, tous les malades, nos malades, donc, ils ont des cahiers de correspondance où c'est noté dans une page, un encadré, où c'est écrit en cas de douleur, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, avec un fluorescent. C'est-à-dire, le malade, quand il a mal, il va aller voir un pharmacien ou bien voir son médecin. Donc, rapidement, il doit prendre les médicaments. D'accord? Et donc, on écrit et à chaque fois, c'est-à-dire avec l'âge, on change l'ordonnance. D'accord? Donc, il a pris du paracétamol et de l'ibuprofène, mais la douleur n'est pas soulagée. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit consulter. Il faut changer le traitement. D'accord? Donc, il a consulté. Et donc là, cliniquement, à l'examen, il était apyrétique. Il avait un bon état hémodynamique. Il saturait bien, une bonne saturation. Il était conscient, avec une petite pâleur. Il n'y avait pas d'hépatosplénomégalie. L'examen neurologique était normal. Et il avait une douleur du tibia droit, avec un œdème. On voyait qu'il a mal. Et c'est-à-dire, si on touchait, la palpation douce, elle peut donc majorer la douleur. D'accord? Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'hospitaliser. Il faut qu'il consulte dans un service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique. Et au moins, c'est-à-dire s'il habite une région loin, il faut qu'il passe par le pédiatre de proximité. D'accord? Alors, excuse-moi, est-ce que dans le cahier des consignes pour le traitement qu'il doit prendre tout de suite au moment de la crise, est-ce que vous avez spécifié un peu les choses pour lesquelles il faut absolument aller directement dans une structure pour qu'il soit perfusé? C'est-à-dire, c'est pas écrit, mais on le dit oralement. Donc, la maman, elle sait que si la douleur n'est pas soulagée, elle doit consulter au début dans le service, c'est-à-dire à l'hôpital de proximité, et après, c'est-à-dire la plupart des mamans consultent au service. Ils arrivent, on a des urgences, on a une garde 24 heures sur 24. Ils arrivent pour voir un médecin. D'accord, un hémato. D'accord. Je parle pour les endroits qui sont un peu loin des CHU, c'est ça? Mais ils connaissent tous les résidents, tous les pédiatres. Ils sont passés par le service, soit à Rabat ou bien à Casablanca, dans les grands CHU à Marrakech. Donc tous les pédiatres, tous les résidents de pédiatrie, c'est-à-dire ils ont fait le stage. Ils connaissent que la douleur, c'est très important de la gérer. Et s'ils n'ont pas la possibilité, ils nous appellent. On est tout le temps appelés. Donc il n'y a pas de problème. D'accord. Alors là, c'est quel diagnostic? C'est une crise vaso-occlusive, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit qu'il faut hospitaliser et il faut gérer, il faut traiter. C'est quoi? Oui, et le traitement antalgique, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour ce petit? Alors, ce qu'il faut faire pour un malade comme ça, c'est que toujours cette douleur, il faut la considérer comme une crise vaso-occlusive. Il ne faut pas se dire, la maman, c'est un traumatisme. Non, c'est pas un traumatisme.
Chez un malade qui a une drépanocytose, s'il consulte pour des douleurs, c'est une crise vaso-occlusive. Comme ça, d'accord? Il faut le nommer, déjà. Alors, il faut hospitaliser l'enfant et l'évaluer rapidement. Pourquoi? L'intensité de la douleur. Donc, on va lui donner l'échelle de la douleur pour l'évaluer. C'est pas subjectif. Il faut voir le traitement qu'il a déjà reçu à la maison, ontalgique reçu. Il faut toujours se renseigner, juste, je l'ai pas dit au début, dès lors qu'on a un malade qui a une drépano et qui consulte pour un symptôme, il faut chercher les autres signes. On sait que pour la drépano, sur un tableau, c'est-à-dire il y a un fond d'anémie chronique, mais après il y a des signes, des phénomènes vaso-occlusifs qui peuvent arriver. On peut avoir des phénomènes infectieux et une aggravation de son anémie. Donc il faut se renseigner sur tout ça. Pourquoi? Parce que si on peut avoir les choses associées, comme on peut avoir un malade qui va s'aggraver. Il présente un signe initialement, il peut après changer, avoir un autre signe. Donc se renseigner s'il y a une anémie associée. Donc ça peut provoquer aussi, se renseigner sur la possibilité d'un syndrome infectieux et s'il a été transfusé récemment, on va le voir après, parce qu'une transfusion récente, moins de 1 mois, on peut avoir ce qu'on appelle un accident hémolytique post-transfusionnel. Et ça donne une hémolyse. Et comme la physiopathe de la drépano, ça peut donner des douleurs et une thrombose au niveau des capillaires. Et ça donne la même chose. C'est un cercle vicieux. Donc tout ça, il faut le demander. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, pour la crise vaso-occlusive, donc là, il faut prescrire, on a prescrit un ontalgique. Il a pris un palier 1 de la douleur, donc anti-inflammatoire plus paracétamol. Il faut monter, d'accord? Et c'est-à-dire les paliers 2, on le fait plus. Avant, on faisait passer au 2, puis après au 3. Là, maintenant, de 1, on passe à 3. Palier 3. On n'a pas la possibilité d'avoir la nalbuphine. Le Nubin, il est très bien pour les tout petits, mais on l'a pas, d'accord? Donc, on fait rapidement, donc, paracétamol et la morphine. On peut faire un bilan biologique rapide avec la pose de voie veineuse, d'accord? L'hyperhydratation, elle est très importante, donc c'est 2 litres par mètre carré, sans dépasser 3 litres, quel que soit le poids du malade. Avant, on pouvait aller jusqu'à 4 litres pour les grands malades 50 ans, 60 ans. Là, on ne dépasse pas 3 litres. Pourquoi? On va le voir par la suite, parce qu'un malade qui vient pour une crise douloureuse, il peut s'aggraver et présenter un syndrome thoracique aigu. Et en cas de syndrome thoracique aigu, si on hydrate trop, on peut avoir un œdème, d'accord, pulmonaire, d'accord. Et on a fait une numération qui a montré une hémoglobine à 7,5. Je ne sais pas si j'ai montré son hémoglobine de base ou pas. Des blancs à 11 000, des PNN à 8 000, des plaquettes à 90 000 et une CRP à 3. Est-ce qu'on peut suspecter une infection associée? Sur le plan biologique, non. On n'a pas d'hyperleucocytose. La CRP, elle est négative. Alors, les objectifs du traitement, c'est déjà, donc là, la douleur, il faut juste se dire que c'est une douleur qui est grave. La douleur d'un malade qui a une drépanocytose, c'est une douleur qui est très importante, qui est intense. D'accord? Il ne faut pas se dire, c'est une petite douleur. Donc, d'emblée, il faut la prendre sérieusement, l'évaluer, et après faire le traitement pour que le malade ne soit pas algique du tout. Au moins, à un niveau qui est acceptable. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir rapidement un soulagement 100% depuis le premier jour, mais on va y aller doucement et lui demander toujours son avis tous les jours, matin et après-midi, visite et contre-visite, on va lui dire à peu près tu es à quelle échelle, est-ce que ça va? Est-ce que ça va mieux par rapport au matin? D'accord? Il faut poser et reposer les questions parce qu'il peut s'aggraver et ne pas le dire. Il peut même rentrer dans l'atonie psychomotrice, il ne bouge pas parce qu'il a très mal. D'accord? Et on ne peut pas le savoir. Donc là, pour ce malade, ce qu'il ne faut pas faire, donc c'est ça, c'est reconduire les ontalgiques qui sont déjà pris, donnés à la maison, ça ne sert à rien. Il a pris un palier 1, donc il ne faut pas le redonner parce qu'il n'est pas soulagé, d'accord? Il ne faut pas appuyer sur la zone douloureuse, c'est de la maltraitance si on appuie, d'accord? Comme ça, d'accord? Et il ne faut pas négliger la titration de morphine. Pourquoi? Je vous donne juste un exemple. Au lieu de le soulager rapidement, on va le soulager sur 24 heures, 48 heures. Pourquoi? Parce que si on fait la titration, on va saturer les récepteurs rapidement et c'est bon. Rapidement, exemple, un enfant par exemple qui a 40 kilos, il vient, on va commencer la morphine à la SAP, d'accord? On va donner par exemple 1 mg kilo, ça va lui faire 40 mg. On va prendre le 1/10, le 1/10, donc ça fait 4 mg qu'on doit passer en bolus. C'est ça la titration. Et le 1/10, ça fait 4 mm. On va mettre une ampoule de morphine dans 9 cc pour avoir 10 ml et on va prendre 1 cc, ça veut dire c'est 1 ml. On donne 1 mg de morphine en IV toutes les 10 minutes pour rapidement arriver au plateau ontalgique, parce que c'est un plateau, et c'est-à-dire au lieu d'arriver en 24 heures, on va arriver rapidement en 30 minutes. Maximum en 3 heures, l'enfant doit être soulagé.
D'accord? Donc, c'est ça la titration. On va donner chaque fois, toutes les 10 minutes, 1 mg de morphine en IV. À chaque fois, jusqu'à ce que l'enfant nous dise, là, tout va bien, il a moins de 4 à l'échelle de la douleur. D'accord? Après, on va continuer parce que les bolus, ils sont mieux que la voie continue. D'accord? Faute de PCA de morphine. On n'a pas, si on avait la PCA, ça aurait été mieux. Mais faute de PCA, on peut faire des bolus comme ça. Les patchs, ils sont très bien. On sature rapidement les récepteurs. Et il ne faut pas diminuer ou stopper rapidement les antalgiques. Si, par exemple, il ne faut pas juste regarder. S'il est dans son lit, il peut ne pas avoir mal. Mais dans son lit, il a pas mal. C'est-à-dire si en position debout, il peut avoir mal. Donc, il faut c'est-à-dire examiner pour voir s'il a mal ou pas. C'est ça. Donc, vérifier que l'enfant est capable de se lever, de marcher, donc de mettre ses vêtements et tout ça, avant d'arrêter ou de diminuer le traitement antalgique. Et si on doit diminuer, on diminue progressivement. Et si on doit passer à la voie orale, on va doubler la dose pour qu'il sorte avec son traitement à la morphine par voie orale. D'accord? Je pense que c'est bon pour... Alors, après les crises vasoclises osseuses, donc on a parlé des douleurs osseuses, il y a d'autres crises. Par exemple, les crises vertébrales, elles sont très douloureuses aussi, mais elles sont à problème et elles peuvent être graves. Pourquoi on va le voir? Parce que si j'ai une douleur au niveau vertébral, soit au niveau cervical, thoracique ou abdominal, ça peut donner. Donc les douleurs, elles sont très importantes. On aura c'est-à-dire à force d'avoir mal, il y aura une hypotonie. Et donc là, une hypoventilation. Il va avoir mal, hypoventilation pulmonaire, et ça peut déclencher un syndrome thoracique aigu. Donc c'est pourquoi, donc c'est des crises qui peuvent s'aggraver, même les crises costales et sternales. Donc le malade, il se conserve, il respire, l'ampliation thoracique, elle est diminuée. L'ampliation thoracique, elle est diminuée, et du coup, on peut avoir une aggravation vers un syndrome thoracique aigu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un malade qui vient pour un os, il faut toujours examiner l'abdomen, le thorax, il peut s'aggraver dans la même journée. D'accord? Et après, il y a les crises abdominales, on le sait pas, c'est-à-dire, elles sont pas, c'est-à-dire, on les diagnostique pas souvent, mais en même temps, c'est-à-dire, le malade, il vient pour une crise douloureuse au niveau des membres inférieurs, il peut le lendemain ou le jour même avoir des douleurs abdominales, avoir même un arrêt des matières et des gaz. D'accord? On peut même avoir un abdomen pseudo-chirurgical. Là, c'est une douleur digestive. C'est une crise vasoocclusive digestive. Donc là, il faut l'examiner, il faut se renseigner le transit, est-ce qu'il est fait ou pas. Et donc là, il faut rapidement agir, c'est-à-dire il faut faire un ASP. L'ASP, il peut nous renseigner, mais par contre, l'échographie, elle va pas faire le diagnostic. Le diagnostic, il est purement clinique. C'est la clinique. Et donc là, le risque, c'est l'hypoventilation et l'aggravation secondaire vers un syndrome thoracique aigu qui peut être grave. Alors, passons à un deuxième cas clinique. Le deuxième cas clinique, c'est le cas d'une petite qui s'appelle Hiba, qui a 2 ans et demi, qui est suivie pour drépano SS, peu symptomatique avec une hémoglobine de base à 7. Et même dans le cahier, il faut avoir, pour M. Bouhmouch, l'hémoglobine de base. C'est important de le noter, comme ça, parce que quand il y a l'hémoglobine, elle descend de 2 points par rapport à l'hémoglobine de base, c'est un malade qu'il faut transfuser. D'accord? Qui n'a jamais été transfusé. Elle consulte pour une fièvre à 40. Depuis 5 heures, les parents ont donné une dose de paracétamol à la maison. Et à l'examen clinique, elle est fébrile à 39, avec des frissons. Elle a une bonne saturation. Elle a une pâleur modérée, pas de dyspnée. Et à l'auscultation pleuropulmonaire, on a des râles crépitants au niveau du champ pulmonaire droit. Et elle a pas mal ailleurs. Il y a que la fièvre et les frissons. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? C'est un syndrome thoracique aigu. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut rapidement hospitaliser. On ne peut pas le gérer en hôpital de jour. L'autre malade, on aurait pu, si on n'a pas de place, le gérer en hôpital de jour. Ce malade, il faut l'hospitaliser rapidement parce qu'il y a un risque d'aggravation rapide. Alors, ce malade, donc, il a été hospitalisé. Donc, il faut demander, on a déjà l'auscultation, on a dit des râles. On va demander une radio thoracique. Et qu'est-ce que vous avez sur la radio? Une grosse, c'est une pneumonie. Donc, pneumonie comme ça, lobaire aigu, chez un malade qui a un drépano, c'est un syndrome thoracique aigu. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait aussi une numération pour voir, parce qu'il y a de la fièvre à 40. D'accord? Donc, il a montré une hyperleucocytose à 23 000, à PNN, à prédominance PNN, avec une CRP à 160. Donc, ça confirme la cause, c'est-à-dire infectieuse, de ce qu'il a. Donc là, le syndrome thoracique aigu, la définition, c'est quoi? C'est une association d'une fièvre, c'est un malade qui a de la fièvre, avec ou sans, on peut ne pas avoir les signes respiratoires. Et comme signe respiratoire, je peux avoir une douleur thoracique, une toux et une dyspnée.
À l'examen clinique, je peux avoir une tachypnée ou bien une polypnée. D'accord? Et obligatoirement associer un infiltrat pulmonaire radiologique. D'accord? L'hypoxie n'est pas obligatoire, mais c'est un signe de gravité. Si j'ai en plus l'hypoxie, c'est un signe de gravité et il faut tout le temps surveiller la saturation. Alors, pour ce malade, hospitalisation obligatoire parce qu'il y a un risque d'aggravation très rapide et d'évolution vers un SDRA. D'accord? Donc, vous voyez, pour le même malade, la radio le matin et après, quelques heures après, vous voyez comment il est devenu. Donc, les malades peuvent s'aggraver rapidement. Et ça, oui? Il faut demander radiothorax avant ou sans symptomatologie respiratoire. Oui, c'est ça. Oui. Ça peut être un syndrome thoracique. Il peut ne pas avoir des signes respiratoires, mais il peut les avoir rapidement par la suite. Et l'infiltrat va apparaître bien avant la symptomatologie. Et traiter, c'est-à-dire juste un conseil, surtout pour les jeunes de la salle, il faut avoir la main facile pour l'antibiothérapie chez c'est un malade qui a une drépano. Il ne faut pas se dire non, c'est pas la peine, je laisse pour demain, pour après. Un malade, un drépano, d'accord, qui a de la fièvre, il faut rapidement avoir la main facile et traiter par antibiothérapie parce qu'il peut décéder. Rapide. Avant d'arriver dans un centre spécialité, il peut décéder. D'accord? Alors, la conduite à tenir pour ce malade, c'est l'antibiothérapie. Donc, on vise le pneumocoque en premier. Alors, en fonction des expériences de chaque service, nous, on ne donne pas d'amoxicilline. D'accord? On donne directement une céphalosporine 3G. Donc, ceftriaxone, on donne 50 mg kilo en une fois. D'accord? Mais ça dépend des services. Heureusement, on n'a pas beaucoup d'infections à pneumocoque depuis la prophylaxie anti-infectieuse et la vaccination surtout. La généralisation de la vaccination anti-pneumo, on a moins de pneumo dans le service. Et il faut toujours associer un macrolide en visant les germes atypiques. Toujours. Donc les deux. Donc c'est une C3G plus un aminoside pendant 3 jours, 20 mg kg/jour. D'accord? Il faut faire une hyperhydratation. Mais sans trop, il ne faut pas dépasser. Tout à l'heure, on a dit 2 litres par mètre carré. Là, c'est 1,5 litre par mètre carré sans dépasser 2 litres. Au maximum 2 litres. Pourquoi? Parce qu'il risque d'un œdème pulmonaire. Et donc là, j'ai mis, on le fait, mais pas souvent. On n'a pas la possibilité de faire la spirométrie incitative. C'est quoi? Je vais montrer là. C'est ça, la spirométrie. C'est-à-dire le Voldin. C'est quoi? C'est ce petit appareil qui est pas cher, qui coûte 120 dirhams. Ça existe dans les laboratoires, d'accord, et qui peut donc pour avoir une bonne ampliation thoracique et pour donc pour ne pas avoir une hypoventilation, d'accord. Sinon, on peut avoir juste un verre d'eau et un gobelet avec une paille, une grande paille, et le malade il doit souffler dans le verre. Donc, enfin, une grande inspiration. Après, il souffle dans le verre, d'accord. C'est possible à travers une paille. Ça marche très bien, d'accord. Il faut faire une surveillance continue de la saturation. Le malade il n'y a pas une hypoxie initiale, mais il peut s'aggraver par la suite. D'accord? Et donc, si le malade a une saturation qui est inférieure à 96, on doit c'est-à-dire lui donner une oxygénothérapie. La transfusion, elle n'est pas toujours, on va voir tout à l'heure, ce malade, il avait 7,5 d'hémoglobine, on l'a pas transfusé. Mais on va voir par la suite les indications de la transfusion en cas de syndrome thoracique aigu. Après, donc là, j'ai mis juste les causes du syndrome thoracique aigu. Alors, soit c'est une cause infectieuse, là, soit c'est le pneumocoque, ça marche pas. Bon, c'est celui-là, le premier. Et après, ça peut être les causes, donc soit c'est le pneumocoque, soit les virales, VRS, la grippe, mycoplasme pneumocoque. C'est pourquoi on donne le macrolide. Comme ça peut être une hypoventilation, donc l'hypoventilation, soit c'est une crise, on a dit vertébrale, soit c'est une crise abdominale, crise vasoclusive abdominale, soit c'est une chirurgie, un malade qui a été opéré. Et donc là, avant d'opérer un malade qui a une drépanocytose, il faut cibler un bon chiffre d'hémoglobine. D'accord? Si on ne transfuse pas, on peut avoir aussi, là aussi, une hypoventilation. Et aussi la morphine. Un malade qui a été mis sous morphine, sans grande surveillance, on peut avoir une hypoventilation thoracique. D'accord? Les autres causes, c'est l'embolie graisseuse par hémolyse sévère, c'est-à-dire un malade qui a beaucoup de crises. Il a plusieurs crises multifocales. Les crises vasoclusives sont multifocales. Et donc là, quand l'hémolyse, donc les douleurs osseuses très importantes, quand tu as une crise comme ça, alors le malade, il peut être fébrile, il peut avoir de la fièvre, et on aura ce qu'on appelle une nécrose médulaire. Et qui dit nécrose, donc surtout les olons, on peut avoir des emboles graisseux qui peuvent migrer soit au niveau cérébral, soit au niveau pulmonaire.
Et donc là, ça peut donner soit des AVC ischémiques et aggraver une détresse respiratoire. Et toujours se renseigner sur la notion d'une transfusion récente. Ça donne ce qu'on appelle le syndrome, donc l'hémolyse l'accident hémolytique post-transfusionnel. D'accord? Alors, la transfusion et syndrome thoracique aigu, c'est un challenge. Donc, il y a une balance. Les risques de la transfusion, c'est quoi? C'est d'aggraver l'hyperviscosité. Déjà, il y a une hyperviscosité de par l'hémoglobine S. Si on transfuse, on va aggraver cette hyperviscosité. On peut avoir une allo-immunisation avec la transfusion. Surtout les malades qui viennent, le plus souvent, ces malades, ils viennent les week-ends et les jours fériés. Donc, pour trouver un sang compatible, c'est très difficile, d'accord? Même, c'est-à-dire dans les centres d'hématologie, d'oncologie pédiatrique, parfois c'est difficile. Et donc, on peut transfuser du sang non compatible et on peut avoir une allo-immunisation et le fameux accident hémolytique post-transfusionnel. Et les bénéfices de la transfusion, c'est que c'est des malades. Les risques du syndrome thoracique, l'autre côté, c'est que c'est des malades qui peuvent avoir une hypoxie, des douleurs, ils peuvent avoir une hospitalisation prolongée et ils peuvent se compliquer, d'accord? Donc, les indications de la transfusion, quand on pense à une cause infectieuse, on ne transfuse pas s'il y a une atteinte d'un seul lobe et l'hémoglobine, elle est supérieure, c'est-à-dire elle dépasse les 6-7. On ne transfuse pas. Par contre, si on a une atteinte multilobaire, les deux lobes sont atteints, par exemple, ou plusieurs lobes, quand il y a quand il y a une gêne respiratoire avec une hypoxie et quand l'hémoglobine est inférieure à 6-7, on transfuse. Par contre, pour les syndromes thoraciques secondaires, à une hypoventilation comme une crise abdominale ou bien vertébrale, donc là, donc il y a le risque d'embolie graisseuse. On transfuse à partir si l'hémoglobine est inférieure à 9. On doit transfuser. D'accord? Après, je passe au troisième cas, troisième urgence drépano. Donc là, c'est l'anémie aiguë. Et donc, juste une question avant de commencer. Quelles peuvent être, à votre avis, les causes qui aggravent l'anémie? Déjà, il y a une anémie chez un malade qui a une drépano. Quelles sont les étiologies d'une aggravation de l'anémie? Une infection comme, par exemple, le parvovirus B19, oui. Comment? Un saignement. Je suis un drépano, non? Non. Une hémolyse aiguë, aggravation de l'hémolyse, d'accord? Une hypoxie. Ça va diminuer un petit peu, mais ça va pas donner l'anémie aiguë grave. Il va pas venir aux urgences. Oui, oui. Une thrombose. Une thrombose. Ça va pas donner une anémie aiguë. Vous connaissez les autres étiologies. Là, l'infection, la séquestration splénique. La splénomégalie. Le malade qui vit avec une énorme splénomégalie, la séquestration splénique. D'accord? Il y a d'autres étiologies, on va les voir après. Donc, à travers un troisième cas clinique. Alors, troisième cas, c'est Risège. C'est une petite qu'on vient de recevoir en mai 2024. D'accord? C'est une malade qui a une drépano SS depuis l'âge d'1 an, avec une hémoglobine de base à 8. Elle est sous traitement. Elle est sous hydréa. Alors, les malades sous hydréa, donc, c'est-à-dire on donne l'hydréa comme traitement de fond de la drépano pour avoir de l'hémoglobine fœtale, pour avoir moins d'accidents vasculaires, d'accord? Donc, elle est hospitalisée le 17 mai pour une pâleur sans fièvre, juste la pâleur. L'examen, elle était apyrétique, un bon état hémodynamique, conjonctive décolorée pâle et aucun autre signe. Et à la numération, elle avait une hémoglobine à 4,5, d'accord? Avec des réticulocytes à 36 000. Des blancs 2300, des PNN à 500 et des plaquettes à 72 000, avec des RAI négatives. À quoi vous pensez? On pense à l'infection au parvovirus B19. Pourquoi? C'est la pancytopénie, c'est ça. Et donc surtout, parce qu'aussi on a des réticulocytes qui sont bas. C'est d'origine centrale, d'accord? Alors pour cette petite, l'infection au parvovirus B19. Donc, il faut rapidement évaluer la crise, on a dit. Est-ce qu'il y a une crise associée? Est-ce qu'il y a une splénomégalie? Parce que ça peut être une séquestration splénique. Là, donc, dans le parvovirus, on n'a pas toujours ces splénomégalies. Est-ce qu'elle a été transfusée récemment? Et les recherches des signes d'hémolyse, surtout par la bandelette urinaire, s'il y a un syndrome associé et s'il y a un traitement par l'hydréa. Pourquoi j'insiste sur le traitement? Parce que l'hydréa, c'est un médicament qui est toxique à la moelle. Il peut avoir une toxicité médulaire. Et donc, si je donne l'hydréa, je peux avoir une anémie et une neutropénie.
Comme toute chimiothérapie, c'est comme une chimiothérapie. D'accord? C'est pourquoi je pose la question. Et la définition de cette anémie, pourquoi on dit anémie aiguë? Parce qu'il y a un taux d'hémoglobine qui baisse de 2 points par rapport à l'hémoglobine de base, ou bien si l'hémoglobine est inférieure à 6. C'est ça la définition. Si, mais le malade, il est connu d'avoir une drépano. Il a déjà la drépano. Il peut faire c'est vrai. Mais si on traite, on n'a pas de preuve d'une infection et tout ça, on peut penser à... Et surtout si ça ne répond pas au traitement. D'accord? Et donc là, ou bien si on a un taux d'hémoglobine inférieur à 6. Alors qu'est-ce qu'on demande? On demande une numération avec réticulocyte pour tout le monde, une RAI pour voir une hémolyse aiguë. Est-ce que c'est pas une hémolyse? Une alloimmunisation, par exemple. Mais dans ce cas, non, parce que toutes les lignées sont diminuées. Et surtout, il y a des réticulocytes qui sont diminués. Donc là, il faut rapidement penser au parvo et demander une sérologie ou bien une PCR du parvovirus B19. D'accord? La tolérance de l'état hémodynamique le permet, on peut demander un ionogramme, un bilan d'hémolyse, surtout les LDH qui sont élevés, aptoglobine diminuée, c'est des signes, bilirubine augmentée, c'est des signes d'hémolyse. D'accord? Alors, pour cette petite, on a fait la PCR parvovirus B19, elle a été hospitalisée le 19, et le 17, le 19, on a fait la PCR, elle est très positive à 7 log. D'accord? Donc, ça explique ce qu'elle avait. Donc, alors, le traitement, c'est quoi? De l'anémie. C'est une transfusion sanguine rapide, à 15 ml kg, un remplissage par du sérum salé en attendant le globulaire, et il faut surveiller l'hémodynamique. Elle peut s'aggraver rapidement. 4 d'hémoglobine, elle peut s'aggraver, et surveillance de la saturation. Par la suite, on peut lui programmer un programme transfusionnel, et si c'est pas pour le parvo, si on a une séquestration splénique avec une grosse rate, on peut même programmer la splénectomie pour les enfants qui sont âgés. Donc, les causes de l'anémie, c'est la séquestration splénique, la promo-infection, l'accident hémolytique, une anémie aiguë dans le cadre d'une crise grave et la toxicité de l'hydréa. D'accord? Ça peut donner ça. Dernier cas clinique, et je finis dans 2-3 minutes. C'est un enfant de 7 ans, Abdelhi, qui a une drépano SS depuis l'âge de 3 ans et qui a été hospitalisé le 15 juillet 2019, donc c'est ancien, pour une hémiparésie gauche avec une aphasie. D'accord? L'examen, il était bien. Il avait aucun problème. Bon, il avait une force musculaire qui diminue à gauche et pas d'autres signes, pas de douleur. Il n'y a rien. Il n'y a que le problème neurologique. À quoi vous pensez? C'est un AVC typique. Et donc là, quand on a fait le scanner, on avait cette plage cortico-sous-corticale, d'accord, qui est frontale. Donc elle est antérieure, qui signe l'AVC ischémique, d'accord? Et c'est un territoire de l'artère cérébrale moyenne. Donc là, ce petit, il est toujours hémiparésique, d'accord? C'est ça, c'est la gravité de la drépano. Et les troubles neurologiques comme ça peut vraiment handicaper la prise en charge. Alors, rapidement pour les complications neurologiques, juste pour vous dire que rapidement, ça peut être soit une vasculopathie artérielle, donc l'AVC ischémique, comme ça peut être l'anémie aiguë, qu'on a mal gérée initialement. Une anémie aiguë, on peut avoir, c'est-à-dire avec un état hémodynamique instable, on peut avoir une hypoxie cérébrale. Et on peut avoir comme un AVC, d'accord? Et donc là, c'est toujours le territoire antérieur. Donc si c'est artériel, c'est obstructif. Et donc, sinon, si c'est l'anémie aiguë, ça va être hémodynamique. Parce que hémodynamiquement, il est instable, il a fait l'AVC. D'accord? Donc, j'arrive à la conclusion. Le dépistage s'impose. Vraiment, c'est une importance capitale, surtout dans les villes, surtout par exemple Kenitra, Al-Arayesh et tout ça. Il y a une grande incidence de la drépano. Dans ces maternités, moi je pense que c'est important, il est très important d'instaurer le dépistage néonatal, justement pour éviter ces complications et du conseil génétique. Le suivi est très important en unité spécialisée pour limiter les complications. Et l'importance du traitement de fond. Sachez que maintenant, pour les malades qui ont une drépano, on donne pour tout le monde un traitement de fond à base d'hydroxyurée. Vraiment pour tout le monde. Avant, il n'a pas l'AMM avant 2 ans, mais même à partir de 9 mois, on peut donner. Les enfants c'est-à-dire, même s'ils font pas beaucoup de complications, ça fait partie du traitement de fond, justement pour éviter les complications, surtout thoraciques et neurologiques. D'accord? Et la vaccination anti-pneumococcique. Et donc là, je vous invite à télécharger le PNDS, le dernier PNDS, c'est le Programme national de diagnostic et de soins de la drépano, dernier PNDS de 2024. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez tous les renseignements dans ce PNDS, une 70 ou 80 pages, où il y a tout ce qu'il faut sur la drépanocytose de l'enfant. Et merci.